Le choc tant attendu est enfin là, nous y sommes enfin et cette année, la NBA nous réserve son meilleur cadeau pour la fin puisque nous aurons droit à un Oklahoma City Thunder face aux San Antonio Spurs. C'est le choc que tout le monde attendait, c'est la première série entre deux équipes amenées à dominer la NBA pendant des années, voire peut-être des décennies. Et donc qui dit première série dit qu'on ne sait pas encore vraiment à quoi s'y attendre. Et donc aujourd'hui je vous propose de voir 5 points tactiques qui pourraient faire basculer la série dans un sens comme dans l'autre. Alors qui prendra l'avantage entre le Deepoy et le double MVP? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble et surtout comment pourrait-il prendre l'avantage. Alors le premier point, c'est la bataille des possessions, encore elle. Pourquoi je dis ça? Parce que ici vous avez ce qu'on appelle du coup les 4 factors, c'est-à-dire les 4 indicateurs stats de ce qui fait une bonne équipe en NBA. C'est-à-dire qu'il y a l'efficacité sur les tirs, les pertes de balles provoquées, le rebond et les lancers francs. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que OKC, qui est donc en bas, qui est ici, est très très bon et top 10 dans littéralement toutes les statistiques, sauf des deux côtés d'ailleurs. Le rebond offensif, où ils sont 28e, et le rebond défensif, où ils sont 16e. Et donc, quelque part, la lacune du Thunder est très très bien scoutée, et très très bien ciblée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça match plutôt pas mal. Parce que les Spurs, on va en reparler, mais sont statistiquement, en tout cas, la meilleure équipe au rebond défensif de NBA, et sont la 9e équipe au rebond offensif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quelque part, les Spurs ont vraiment une carte à jouer sur les rebonds, d'autant plus que sur la bataille des possessions et des pertes de balles, on va avoir quelque chose qui est assez intéressant. Mais le modèle d'OKC, c'est simple, on est top 2 en perte de balles défensives provoquées, donc on propose et on provoque énormément de pertes de balles, tout en étant l'équipe qui en perd le moins. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un système qui marche très bien aussi pour ça, c'est qu'on arrive à appauvrir l'adversaire tout en nous perdant très très peu de ballons. Et là où ça marche plutôt pas mal, c'est que les Spurs de l'autre côté sont un peu moins proactifs de ce point de vue-là, parce que les Spurs perdent aussi très très peu de ballons, et les Spurs par contre, ils en provoquent très peu. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui ne va pas chercher forcément à provoquer énormément de pertes de balles, mais qui en perd peu, et donc ça peut vraiment être une clé de la série pour le Thunder comme pour les Spurs. Pour les Spurs, réussir à conserver finalement ces pertes de balles très faibles en attaque, et c'est vraiment ce décalage là qui va être intéressant, ce duel là, puisqu'on a deux équipes qui sont élites et qui vont s'affronter. Donc on va vraiment avoir un choc des titans entre tout simplement une attaque qui perd très peu de ballons, les Spurs, face à une défense qui en provoque énormément. Et donc ça peut très très vite devenir un point de tension, parce que de l'autre côté finalement, une attaque qui perd très peu de ballons face à une défense qui en provoque très peu, on ne devrait pas avoir de surprise et on devrait conserver un peu, on va dire, les statuts. On devrait avoir un peu un statu quo de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que donc les Spurs ont gagné 4 matchs sur 5 face au OKC cette saison. Et de voir que sur les 4 sur 5, donc ce qui est intéressant, c'est de voir ces 4 facteurs-là. C'est-à-dire les pertes de balles et les rebonds offensifs. Donc là, victoire des Spurs en prenant plus de rebonds, mais en perdant plus de ballons. Donc finalement, on a un peu un équilibre des stats et là, un score qui est très équilibré. Donc ça, c'est première victoire qui a été très intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Le deuxième match, victoire des Spurs encore. Et là, on voit qu'on a complètement dominé la bataille des possessions. C'est-à-dire que 1, tu perds très peu de ballons, tu as perdu moins de ballons qu'OKC. Et 2, tu as dominé au rebond, tu as pris plus de rebonds. Donc voilà, San Antonio domine la bataille des possessions, San Antonio gagne le match comme ici. Et finalement, c'est un peu ça le pattern. Match 3, encore une victoire des Spurs. Pardon, je suis allé un peu vite. Match 3, victoire des Spurs. Et là, on se rend compte que finalement, victoire d'OKC sur la bataille des possessions. Donc, moins de pertes de balles et aussi plus de rebonds offensifs. Mais on voit que l'écart n'est pas monstrueux. On n'a pas eu une domination aussi marquée que sur le match d'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi du coup de garder ça en tête et de se dire, peut-être pas que la bataille des possessions, mais encore une fois, 4e victoire, et encore une fois, victoire des Spurs. Moins de pertes de balles et plus de rebonds offensifs. Et là, on a un vrai écart, 17 contre
34% de rebonds offensifs et encore une victoire des Spurs. Et quand OKC l'a emporté, voilà, c'est OKC qui a fait jeu égal sur la bataille des possessions. Et donc on se rend compte que sur 3 de leurs 4 victoires, finalement, les Spurs ont remporté cette bataille des possessions. Et donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Le deuxième point intéressant, c'est qui attaquera Wemby. Qui attaquera Wemby? Parce qu'en fait, on le sait, Wemby, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, il défend pas vraiment une personne, un individu, il défend une zone. Et cette zone, c'est le panier. Et c'est ce qu'on avait vu sur la NBA Cup, c'est que Wemby va toujours rester là, sur le bas du terrain, qu'on a vu face aux Wolves, face aux Blazers aussi. C'est peu importe qui est dans le corner ici, Wemby va être ici, dans cette zone, pour venir faire le balayage, venir faire le ménage dans sa raquette. Et ça a mené à une défense avec des chiffres presque historiques quand il est sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, la question, c'est pas tant qui défendra Wemby, mais plutôt qui sera dans la zone défendue par Wemby. On sait où il sera Wemby. Et donc, quelque part, la question, c'est OKC qui a les cartes en main. C'est OKC qui peut vraiment choisir ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur leur victoire face à OKC en régulière, pour reprendre un peu les facteurs stats, on a 18, 20, 26 et 27% de fréquence au panier pour le Thunder, sachant que tu es à 31% en régulière. Donc en fait, on a une équipe qui ne va pas du tout au panier. Et du coup, c'est un peu là où les Spurs ont dominé en saison régulière. C'est sur cette bataille du Lomen. Et finalement, les réponses à ça, pour moi, il y en a deux. Il y en a deux possibles. La première, c'est de se dire, ok, finalement, ça va souvent venir du corner. Et donc, ce que les Wolves ont fait par moment, et ça a marché, c'est de se dire, la personne dans la zone de Wemby, on va mettre un shooter d'élite, si possible, vider l'aile. Et donc, ce qui fait que le close-out sur ce joueur est très compliqué. Et Wemby va venir en aide ici. Donc Wemby, en venant en aide au cercle, il délaisse le corner. Et donc, si on a Naz Reid qui est un très bon shooter, on a réussi à se créer des tirs ouverts. Et c'est quelque chose qu'on a aussi vu dans les affrontements face aux Knicks à la NBA Cup. La NBA Cup, line-up en 5-out, Wemby est dans le corner, il vient en aide et il délaisse qui? Il délaisse OG Anunoby, tir ouvert et 3 points. Et Wemby finalement va pas toujours venir, mais c'est une manière de créer des tirs ouverts. Et comme dit, on l'a vu aussi sur les affrontements face à OKC en saison régulière. Et la question, ça va être un vrai enjeu, c'est qui est-ce qu'on met dans ce corner pour sanctionner le dézonage de Victor Wembanyama. Vous voyez, on crée des tirs ouverts assez facilement, à partir de pas grand-chose. Mais ici, à la base, on a Wemby, ce serait à lui de venir ici, puisque Harrison Barnes remonte sur Shai Gilgeous-Alexander. Mais lui ne va pas du tout venir, il reste sous le panier, et donc on crée des tirs ouverts très facilement dans cette zone. Et moi, ce qui me fait un peu peur pour OKC, mais ils ont les options, c'est est-ce qu'on met Cason Wallace, est-ce qu'on met Luguentz-Dort, est-ce qu'on met AJ Mitchell, est-ce qu'on met Jalen Williams? Finalement, on sait que OKC, c'est un peu ça leur tendon d'Achille, c'est que les tirs rentrent pas toujours dedans, et c'est des tirs que vont laisser les Spurs et qu'ils ont laissé sur ces affrontements. Ça a marché, on a complètement verrouillé la raquette, quitte à laisser ces tirs ici, et donc va y avoir beaucoup de pression sur ces tirs dans le corner. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'y mettre du coup un Chet Holmgren. Mais pour moi, ça pose aussi des questions, parce que vous le voyez ici, hop, Shai, il arrive à driver. Et Chet Holmgren, il est ici dans le corner, ce qui fait que Wemby est un peu en retard. Mais je pense qu'en playoff, Wemby, il sera bien mieux positionné et on est prêt à laisser ses tirs à Chet Holmgren. Tout simplement pour une raison qui est assez évidente, c'est que les joueurs qui sont de grande taille, souvent, ils sont gênés dans cette petite zone. C'est là où Naz Reid est assez phénoménal, mais Naz Reid est aussi beaucoup plus petit que Chet Holmgren. Donc est-ce que tu as vraiment envie de laisser Chet Holmgren dans le corner? Ça va être une animation du terrain, une géométrie du terrain qui va être intéressante, parce que les Spurs, on sait ce qu'ils vont faire. Et donc la question, c'est comment on va répondre OKC. On peut aussi mettre Shai Gilgeous-Alexander par moment et créer des tirs ouverts ici au panier derrière avec Chet Holmgren. Ça peut être une solution, mais ça ne semble pas viable sur le long terme, tout simplement. Et l'autre point de vue, et là on arrive à un vrai facteur X, c'est de se dire, ok, Wemby il va être sous le cercle, de toute façon. Alors pourquoi ne pas y mettre aussi un autre joueur sous le cercle pour lui répondre, lui rentrer dedans, ou tout simplement punir son dézonage. Tout simplement ici, drive
de Jalen Brunson. Je reprends ce match en NBA Cup parce qu'il m'a vraiment marqué sur ce qu'ont fait les Knicks avec ce joueur, Mitchell Robinson. Et vous voyez là, on n'essaye pas de la tirer ici et de créer un tir ouvert dans le corner. Non, on assume que Wemby va venir en aide. Mais en fait, si Wemby vient en aide sur Jalen Brunson, ça libère complètement le rebond offensif. Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Vous me voyez venir avec Isaiah Hartenstein évidemment. Parce que Isaiah Hartenstein, c'est un excellent rebondeur offensif. Et donc, on peut avoir un peu ce côté, on prend un premier tir. Et s'il ne rentre pas, et finalement, on a cette présence, cet impact au rebond offensif. Vous voyez, encore une fois, c'est Mitchell Robinson qui a la position, je vais y arriver, au rebond offensif et qui dunk sur Victor Wembanyama. Donc, quelque part, Isaiah Hartenstein, ça peut être une solution dans le sens de se dire, on assume complètement que Victor Wembanyama viendra depuis le corner, viendra depuis la ligne de fond en tant que lawman, et on va se dire, ok, tout simplement, on va te mettre la pression non pas par du shoot, mais par de l'impact au panier, de la verticalité et du rebond. Et ça, c'est une possession qui m'avait beaucoup marqué parce que je m'étais dit, ah ouais, mais en fait, ça marche. Ça marche parce que regardez tout simplement Victor Wembanyama, il revient de suite en position, ce qui fait que Jalen Brunson, il a un tir ouvert. Et Shai Gilgeous-Alexander, c'est aussi un joueur qui est excellent dans le mi-distance, dans le short mi-distance. Et si on arrive à mettre cet impact-là, cette dissuasion-là, on peut aussi lui ouvrir des lignes de drive, tout simplement. Et là où Hartenstein il peut être aussi très intéressant, c'est sur le côté, essayer d'empêcher Victor Wembanyama de venir en aide au panier, non pas encore une fois par du shoot, mais par ce qu'on appelle des gortats, c'est-à-dire venir ici le gêner et lui mettre un écran au préalable pour couper la course de Wemby en aide. Vous voyez là, Stephen Castle il pointe, il dit oui, on sait les schémas, Wemby va venir en aide. Le problème c'est quoi? C'est que Randle il le gêne sur la densité physique et un tir ouvert au panier. Et Hartenstein, c'est deux aspects rebond offensif et gortat screen où il est excellent et ça peut vraiment empêcher Wemby de rayonner autant qu'on le voudrait. Le troisième point, il est assez évident, mais c'est que Shai Gilgeous-Alexander va voir double. Dans le sens où on va voir des double teams en permanence sur notre ami Shai, comme Anthony Edwards les a vus au tour précédent. Et comme ça tombe bien, Shai les a vus aussi face aux Lakers. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment encore une fois mettre au défi le spacing d'OKC. Mais que quelque part, on a des 4 contre 3 et on aura des 4 contre 3 à jouer. Et si on les joue bien, encore une fois avec les bons joueurs aux bons endroits, on peut avoir des tirs ouverts assez facilement. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi en saison régulière. Ici, prise à 2 sur Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, assez rapidement, si on arrive à retourner la table de l'autre côté, on peut se créer un spot-up drive qui attire une deuxième aide de Victor Wembanyama et finalement un tir ouvert. Donc ça va vraiment créer des décalages. Et là où c'est assez cool, c'est qu'on a des armes un peu supplémentaires, je trouve, de la part d'OKC par rapport à ce qu'avait Minnesota. Cette possession-là, ça arrive depuis une double team. Et en fait, là, on voit que le spacing n'est pas terrible. Mais en fait, Randle met tellement de temps à prendre la décision que la défense des Spurs revient complètement dans sa structure qu'on veut. C'est-à-dire Wemby en roamer depuis un non-shooter et que du 1 contre 1. Et on a complètement coupé Anthony Edwards du premier drive, du ballon. Et finalement, on est dans une situation où on dicte le tempo et où on est très content avec ce qui se passe. Et là où finalement OKC a vraiment une carte à jouer, c'est qu'ils ont AJ Mitchell qui est excellent dans le rôle de connecteur à une passe près depuis notre ami Shai Gilgeous-Alexander évidemment. On a aussi potentiellement un Aaron Wiggins comme ici qui attaque le drive, qui amplifie le drive, qui va créer un tir grand ouvert derrière. Et donc ça va vraiment être intéressant parce que on sait ce qui va se passer. On sait que les double teams vont arriver. Et un autre moyen qui peut être intéressant, c'est de décaler un peu le pick and roll sur le côté, sur un empty side qu'on voit moins ces derniers temps en NBA. Mais ça peut être très intéressant pour un peu désengorger finalement Shai Gilgeous-Alexander et enlever un peu de pression à Shai Gilgeous-Alexander. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi le faire démarrer plus off-ball pour essayer de contourner ses prises à deux. Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que OKC est pas si mal dans l'exercice. On aime bien jouer des zoom action ou tout simplement ici ce qu'on appelle un pin down, c'est-à-dire une sortie d'écran. Et vu qu'il démarre pas avec le ballon dans les mains, il n'est pas automatiquement doublé. Il n'est pas automatiquement doublé
il arrive, ça passe sous l'écran, Fox est un peu hors de position, et ensuite on retrouve ce pick and roll sur le côté, et le but du empty side c'est qu'ici il n'y ait personne, et que donc sur le pick and roll, il n'y a pas vraiment d'aide, et on arrive à libérer Shai Gilgeous-Alexander, pardon. Parce que s'il y avait quelqu'un ici, il viendrait directement se poser ici sur la ligne de drive, créer un surnombre sur Shai Gilgeous-Alexander, et donc essayer de justement, encore une fois, bien dicter la géométrie, et désengorger la zone de Shai Gilgeous-Alexander, essayer de le libérer avec pas mal de jeux off-ball, ça peut être une très très bonne option pour le Thunder, et ça va être un enjeu important parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il se fera doubler. Le quatrième point qui est très très intéressant, c'est le pick and roll des Spurs. Parce que le pick and roll des Spurs, il fait très mal. Il fait très mal en ces playoffs. Et donc, ce qu'on aimerait faire, en fait, tout simplement, je pense, du côté du Thunder, on l'a dit, c'est avoir Hartenstein pour aussi l'impact offensif. Mais le truc, c'est qu'on aimerait bien mettre surtout un petit sur Victor Wembanyama comme Jalen Williams ici. Un petit mais très musculeux. Et ça tombe bien, OKC on a beaucoup avec Jalen Williams, Alex Caruso, Luguentz-Dort pour un point précis. On va y revenir, mais là vous voyez, c'est des profils qui le gênent sur l'horizontalité parce que le dribble est haut, mais ils sont suffisamment puissants du bas du corps pour lui rendre un peu l'impact ici. Sur le bas du corps, sur le centre de gravité plus bas, ne pas trop encaisser de contact. Et ils sont aussi très longs, les très très bonnes mains, et on peut créer et un peu faire dérailler Victor Wembanyama là-dessus. Mais l'intérêt de mettre un petit, c'est surtout que sur le pick and roll, on peut le switcher. On peut le switcher. Et le truc, c'est que quand vous switchez le pick and roll, ça coupe un peu le rôle de Wemby, le rôle de Victor, mais il y a aussi des contre-moves. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est obligé de passer par un troisième homme pour ensuite resservir Wemby. Et c'est pas un pick and roll direct entre Fox, Harper, Castle et Victor Wembanyama. Et surtout, je pense que derrière, on peut avoir du coup Chet en roamer pour dissuader au panier. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est couper le pick and roll tout en ayant Chet derrière. Ici, c'est un tir très très compliqué, mais c'est un peu ça, je pense, le blueprint que va essayer de mettre en place OKC. Chet en roamer et switcher le pick and roll. C'est un peu ça tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est de couper le rôle de Wemby. Couper le rôle de Wemby. Et c'est des choses qui marchent plutôt bien. Encore une fois, ici, Chet en roamer, bah oui, ça peut gêner Wemby parce que c'est aussi un géant en fait, Chet, tout simplement. Et directement, ça coupe aussi le pick and roll inversé. Parce que sur le dribble, on peut le tenir. Jalen Williams peut le tenir. Et ce qui est intéressant, c'est que si OKC fait jouer des profils plus offensifs pour animer ses corners, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que ça redébloque le pick and roll en ciblant des joueurs comme Isaiah Joe, comme Jared McCain? On verra. Mais Jalen Williams sur des pick and roll Wemby balle en main, je pense que ça peut très très bien tenir et ça peut un peu couper une arme tout simplement de la part de l'arsenal des Spurs. Et vous voyez ici, on switch, mais là où Wemby a été très bon, c'est derrière, sur le côté verticalité, être plus grand que les adversaires. Sur ces playoffs, il a été très bon et on l'a vu aussi face aux Timberwolves. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est du coup, Chet va être encore plus important en roamer parce que Wemby est très fort dans ce domaine. Wemby est très fort pour, vous le voyez ici, pick and roll. Anthony Edwards se retrouve sur Wembanyama et il est très très fort pour attraper le ballon très très rapidement dans des positions un peu incongrues et ne pas avoir besoin de poser un dribble pour remonter. Là, vous allez le voir, c'est exactement ce qui va se passer. Les Spurs le servent sous le panier et là, en une fraction de seconde, il finit au panier complètement désarticulé et il a été très fort sur les deux premiers tours pour justement, une fois que les équipes adverses, Portland ou Minnesota, passent en switch all sur des line-up plus petites pour punir la défense des Spurs et essayer de contourner la défense des Spurs, on va utiliser cette verticalité. Et justement, un autre truc qui est intéressant, c'est si Isaiah Hartenstein est sur le terrain, qui est-ce qui défend? Si on défend Wemby avec Jalen Williams. Parce qu'ici, il y a Keldon Johnson, ok, mais il ne sera pas tout le temps là. Le 5 majeur, il faut se dire que ici c'est Devin Vassell. Et donc soit il est sur un shooter Vassell ou Champagny, admettons qu'ici c'est Devin Vassell, donc Vassell ou Champagny, soit il est sur un guard, De'Aaron Fox, Dylan Harper ou Stephen Castle. Et là c'est plus du tout pareil pour le roamer justement d'OKC, et c'est ça un peu le secret, c'est que c'est dur d'avoir un roamer
face aux Spurs, mais OKC est une des équipes les plus proactives là-dessus. Et donc, à voir, est-ce qu'on a du Hartenstein, sur qui il défend, est-ce qu'il défend finalement sur Wemby, et ça redébloque le pick and roll des Spurs, ça va être très, très intéressant. Bon, en fait, j'ai menti et j'ai plus que 5 aspects à surveiller et plus que 5 joueurs. Et cette partie, c'était un peu justement pour parler des joueurs, plus sur certains aspects qui peuvent apporter tactiquement. Et le premier aspect, c'est des possessions du match 6 contre les Minnesota Timberwolves, où tout simplement Anthony Edwards a attaqué 2, 3, 4 fois Victor Wembanyama sur de la puissance et ça a marché en fait. On s'est rendu compte que Victor Wembanyama, quand on lui rentre un peu dedans, peut-être qu'il n'est pas si impérial que ça. Ça a été que 4-5 possessions, mais est-ce que Shai Gilgeous-Alexander les a vues et va s'en servir? C'est quelque chose à suivre. Et autre chose, c'est Shai Gilgeous-Alexander, il va faire face à un premier rideau d'enfer. Et ce que je trouve intéressant sur le côté morphotype, c'est qu'évidemment, il y a Stephen Castle avec la puissance, mais encore une fois, peut-être que je suis trop amoureux de lui, mais Dylan Harper, pour moi, là où il est très intéressant, c'est par sa longueur et sa capacité, sa flexibilité assez bizarre dans les genoux. Là, encore une fois, on l'a déjà vu au match précédent. Mais regardez cette reprise d'appui pour rester collé à Anthony Edwards. Et en fait, le secret de Dylan Harper, c'est qu'il a des bras, une envergure de 7 pieds. Et donc, derrière, il reste collé parce qu'il est aussi très puissant. Et il est plus grand qu'Anthony Edwards et il le contre. Donc ça va être intéressant parce que je trouve que du point de vue morphotype, face à un Shai Gilgeous-Alexander qui est très souple, et très puissant et très long, Dylan Harper, il colle parfaitement bien. C'est une comparaison qui revenait un peu à la draft, mais finalement, ce côté flexibilité en ayant la longueur et la puissance, qui est un combo extrêmement rare, peut-être qu'il y a 3-4 joueurs en NBA qui l'ont. Il y a Shai Gilgeous-Alexander et il y a Dylan Harper. Ensuite, ce qui est intéressant pour moi, c'est Jared McCain. En fait, si c'est lui qu'on met dans le corner et c'est lui qui punit à 3 points, là, on n'a plus un joueur à 35-36% comme Luguensdorf. On a un shooter d'élite qui est élite depuis qu'il est en NBA. Et ça, c'est vraiment cool. Et l'autre truc qui est cool, c'est la création sans Shai. La création sans Shai, elle a été excellente au tour précédent. Ok, il se fait doubler, mais le duo Isaiah Hartenstein et Jay Mitchell, il est sensationnel. Et surtout AJ Mitchell qui a été très bon à une passe près, mais aussi ici en sortie de zoom action pour aller driver, toucher la raquette, créer des décalages et ensuite servir son intérieur. Il a été très bon et c'est quelque chose qui était un peu un point faible d'OKC, mais qui reste peut-être une petite question. Mais la création sans Shai Gilgeous-Alexander, cette année, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les pick and roll entre petits. Si on blitz Shai Gilgeous-Alexander, ce qui est intéressant avec le profil de Jared McCain, c'est que là, il va toucher les fesses de Marcus Smart pour ensuite s'écarter à 3 points. Et ce qui se passe, c'est que la couverture face à un AJ Mitchell, ça va être de rester à 2 dessus. Le switch est mal fait ici et donc on peut un peu surprendre un switch all de la part des Spurs. Et aussi, tout simplement, si on a une prise à 2 sur un Shai Gilgeous-Alexander ici, on peut placer Jared McCain à une passe près. Et Jared McCain, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pas que dans le corner, il dégaine. Il dégaine partout sur le terrain et il est très en forme sur ce premier tour et ce sera indéniablement un des facteurs X de la série. Hop, petite sortie d'écran, je me relocalise, un dribble, pull-up, 3 points. C'est quelque chose à suivre, mais la création d'AJ Mitchell et le côté un peu gravité, shoot de Jared McCain qui change peut-être un peu tout pour l'attaque d'OKC quand il n'y a pas Shai Gilgeous-Alexander, c'est très intéressant, surtout sur l'aspect tactique aussi. L'aspect ghost screen comme ici, ça peut vraiment être une carte en plus pour OKC. En tout cas, une seule chose est sûre pour cette série, c'est qu'on va se régaler. C'est sans doute des 3 meilleures équipes de la saison, peut-être sans doute les 2 meilleures. Et donc forcément, ça va être très cool. Et nous, on essayera d'être là le plus possible pour les débriefer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour les fans de podcast, je suis désolé, c'est un peu compliqué de se mettre ensemble avec Azad et de trouver un moment pour faire un podcast. Donc il y aura une preview de la conférence Ouest et demain, une preview de la conférence Est. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.